Bonjour Stéphane, Bonjour Laurent. est-ce que tu as un automne aussi vigoureux que chez nous là? Est-ce qu'il fait -1, -2, -5? Ah non, 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 il fait plutôt beau, on a plutôt un été indien ici. Ça c'est vraiment inégalitaire, je suis un peu outré parce que nous on annonce de la neige pour demain ou après-demain. Que Oui. se passe-t-il avec le réchauffement? Et oui, mais vous avez payé plein de taxes, donc maintenant il n'y a Ah, plus de CO2, et donc s'il n'y a plus de CO2, il fait froid, c'est logique. Tu c'est vois que encore ça marche en fait. la magie de Ça marche en Trudeau. fait. C'est ça le truc. Si on nous l'avait expliqué plus tôt, on le saurait maintenant. Cela dit, malgré ces considérations météorologiques, je te propose aujourd'hui qu'on parle d'un sujet assez vaste qui est relié à la fois à la liberté d'expression et à la responsabilité juridique. La question de fond que j'aimerais qu'on discute est celle de la responsabilité de quelqu'un qui ordonne un crime et aussi celle de quelqu'un qui le suggère dans l'espace public et de manière non fictive, c'est-à-dire pas dans un roman ou un truc comme ça. Quoique Dans même, un on pourrait parler discours, de ça par exemple. Dans un dans un discours. discours ou dans un speech comme on fait actuellement sur une vidéo. Là, si on était en train d'inciter au meurtre, soit d'une personne en particulier, soit d'un groupe de personnes en général, d'un point de vue libertarien, bien sûr, de qu'est-ce que ça implique, parce que on va pas du tout discuter, bien entendu, des implications légales actuelles. On sait très bien qu'il est interdit de faire ce genre de choses. On sait très bien qu'il y a des législations complètement absurdes qui vont nous mettre en prison si on dit des choses d'une certaine nature, que ce soit de l'incitation au crime ou simplement à la discrimination. Ça, c'est déjà légalement interdit, On n'a pas le droit de dire du mal de notre cher président, hein, par exemple. par exemple. Et donc, dans une société libre, on aurait le droit, parce que c'est un droit qui est non, enfin, c'est une activité qui est non agressive, qui c'est pas une agression de dire des choses. D'ailleurs, malgré sa réputation ternie, je recommande énormément les 2 premiers volumes. Je crois qu'il y en a un troisième, mais je n'en suis pas certain, de Walter Block, qui s'appelle Defending the Undefendable. Oui, je suis Euh, d'accord avec toi. Je ne connais pas de troisième, mais il en parlait il y a quelques années, donc il était, je crois, en train de le rédiger, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, les 2 premiers sont vraiment intéressants. Et là-dedans, il y a plusieurs chapitres qui sont reliés à ce qu'on va discuter ce soir. Donc, oui. lisez ça. Ce sont des livres qui datent quand même maintenant d'il y a presque 50 ans, mais qui sont très d'actualité sur les principes. Et qui, je pense, de ce que je connais de Bloch, qui est très inégal par ailleurs, je pense que ce sont ses meilleurs textes, de mon point de vue. Ils sont très rigoureux, ceux-là. Oui, de beaucoup plus que sur la partie économique, à mon sens, en tout cas. C'est ça. Donc, commençons, si tu le veux bien, avec, à mon avis, le sujet le plus simple, c'est celui de la liberté d'expression. Je sais pas pourquoi je dis que c'est le plus simple, mais moi, intuitivement, j'ai l'impression que d'un point de vue libertarien, c'est plus facile à trancher. C'est-à-dire, moi, je suis en train de faire un speech en direct ou même pas en direct, ou d'écrire un article de journal. Et là-dedans, j'incite sans ambiguïté à faire du mal, c'est-à-dire à tuer, blesser ou voler quelqu'un. Ou carrément tout un groupe de personnes, que ce soit de manière raciste ou pas, peu importe. Qu'est-ce que, d'après toi, cela impliquerait dans une société libre de s'adonner à cette activité à mon égard? C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, de quoi je serais coupable? Alors, je pense que déjà, il faut quand même remettre dans une logique libertarienne, il faut toujours, même par rapport à ce que tu as exprimé, remettre la valeur du droit, c'est-à-dire revenir sur la propriété privée quand même. Même si ce que tu dis, tu exprimes l'idée que ta parole serait une parole publique, ce qui est un concept assez incongru dans une logique libertarienne. Ta parole, malgré tout, tu l'as fait toujours dans un contexte particulier qui donc a une notion privée, qui a forcément un propriétaire quelque part. Pourquoi c'est important? C'est que l'idée générale comme point de départ, et je vais te répondre, hein, mais l'idée générale comme point de départ de la liberté d'expression dans la doctrine libertarienne, c'est que quand on est chez soi, et tant que ça ne concerne que chez soi, on peut bien dire ce qu'on veut, puisque les seuls qui sont directement, éventuellement concernés sont ceux qui sont dans l'espace que je contrôle, que je possède et dont je fais le droit. Okay. Dont tu établis les règles. Voilà, j'établis les règles, si je suis chez moi. Bon.
L'exemple qui est pris classiquement, qui est le contraire, c'est je vais au cinéma, donc chez quelqu'un d'autre, je crie au feu, je suis a priori libre de m'exprimer en criant au feu, sauf que je ne suis pas chez moi. Et donc, quelque part, potentiellement, je viole ma liberté, enfin, comment dire, je viole les règles que le propriétaire aura pu établir quant au comportement en face de l'incendie, pour faire simple. Donc, je n'ai pas, dans ce contexte-là, en fait, je n'ai pas liberté d'expression parce que je ne suis pas chez moi, tout simplement. Bon. Donc la liberté d'expression, comme toute forme de liberté, est conditionnée à la propriété privée. Bon. Dans ce que tu as exprimé, comme tu évoques justement le fait qu'a priori on est sur une parole publique, là on y reviendra, mais le point de départ, c'est que si tu écris si tu parles sur ta chaîne, comme nous le faisons à cet instant, si tu écris sur ton blog, que j'écris sur mon blog, ok, a priori, on est chez soi. C'est pas tout à fait si simple. Parce que même si c'est ta chaîne, elle est chez YouTube, et mon blog, il est chez Substack. Donc en fait, on est quand même au bout du compte qu'on y a. On est tenu par les règles de ces plateformes. Exactement. Voilà. Donc notre liberté d'expression, de toute façon, elle est de par la technologie. Hein. Si c'était vraiment sur notre site web, alors quand je m'exprime moi, par exemple, sur le site de John Galt, je suis malgré tout chez moi, même si derrière j'ai de la techno, j'ai un hébergeur, mais tout ça je le paye, donc là pour le coup je suis vraiment chez moi. Alors ton hébergeur pourrait aussi te donner certaines limites. Oui, mais j'ai un contrat avec lui, tu vois, donc quelque part c'est moi, je reste propriétaire de mon site. Mais effectivement, il pourrait, tu as raison, ok, tu as raison. Mais je simplifie, mon site web, pour le coup, j'en suis propriétaire. Donc je dis ce que je veux chez moi. Si on veut faire simple, on peut se dire, on achète le hardware, on devient notre propre fournisseur, et là, il n'y a plus personne qui peut nous dire quoi faire. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais le point, c'est qu'on comprenne bien que, encore une fois, c'est la propriété privée qui va conditionner le truc. Donc là, pour le coup, il n'y a personne qui va venir dire, tu n'as pas le droit de dire ça. Donc ça, c'est la première partie, la première facette qui détermine si effectivement il y a des contraintes sur la liberté d'expression. Mais ta question, c'était pas juste les contraintes, c'était aussi les conséquences. La parole en tant que telle n'est pas une agression. On peut toujours dire que quoi que ce soit, surtout à distance comme ça, on serait face à face, tu vois, je serais face à toi physiquement, à 15 cm de toi, je te gueulerai dessus, je te menacerai de mort, ça ne serait pas la même chose que si je le fais sur un site, etc., où il n'y a pas de présence physique, il n'y a aucune menace concrète et tangible. C'est certainement très malvenu, c'est certainement critiquable du point de vue de la moralité, mais ça ne peut pas se traduire dans une agression tangible, comme ça pourrait le faire dans la vraie vie. Donc tout ça pour dire que la parole, aussi malpropre qu'elle puisse être, n'est jamais une agression dans ces conditions telles qu'on les a exprimées. Donc, de quoi je peux être responsable? Je peux être responsable de diffuser dans le public des mots et des paroles qui sont malvenus, qui nuisent à ma réputation, etc., etc. Je ne pense pas que ça aille beaucoup plus loin que ça. Alors maintenant, si je mets ta tête à prix via une vidéo, via n'importe quel moyen de communication accessible au public, je donne ton adresse et je dis, ben voilà, il faudrait, disons, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur YouTube sans que la chaîne soit censurée, mais il faudrait commettre des actes extrêmement violents envers cette personne qui habite à telle adresse, et quelqu'un le fait. Oui. Et tu veux dire quelqu'un l'entend et quelqu'un suit. Quelqu'un récupère l'information parce qu'elle est disponible, elle a été diffusée. C'est le doxing que font beaucoup de gens. D'ailleurs, la cancel culture, c'est tout le temps ça. Là, c'est qu'on va dénoncer quelqu'un auprès de son employeur, un truc comme ça, puis il se fait virer. Bon, bah là, on va monter d'un cran. Moi, je te doxe et je dis cette personne mérite de subir ceci. Et quelqu'un qui écoute la vidéo exécute la directive et sachant où tu habites, eh ben, tu en subis matériellement les conséquences.
Ouais, Qu'est-ce ouais. que moi là-dedans je dois subir comme réparation si jamais je dois en subir une? Bah, le point de départ, c'est que c'est d'abord, dans ce contexte-là, c'est toujours celui qui mène l'action concrète qui était libre de ne pas la mener. Mhm. C'est pas parce qu'on appelle au meurtre qu'on est obligé d'écouter. Donc, le mec qui a effectivement mené l'action, il est directement le malfaiteur Mhm. objectif qui doit être sanctionné, ou qui doit réparer, pour Tu être dois réparer, j'aime correct. mieux. Ouais. Mhm. Voilà, comme n'importe quel crime, c'est lui qui commet le crime. Et le crime objectif, il a son niveau. Il avait qu'à ne pas écouter, il avait qu'à réaliser qu'il allait commettre un crime et ne pas se laisser influencer. Et voilà, c'est pas parce qu'on a appelé au meurtre qu'il était obligé de le faire. Donc, de toute façon, le criminel objectif, c'est bien sûr celui qui exécute. Évidemment, ta question n'est pas là, j'ai bien compris. Mais ton acte est clairement un acte abject, c'est clair. Mais c'est pas, mais comme me dirait Spooner, les vices ne sont pas des crimes. Mhm. Donc c'est effectivement un vice, c'est abject, c'est odieux, c'est ostracible, évidemment. Ça peut mériter potentiellement un physical removal, mais ça peut difficilement aller plus loin parce que tu n'as commis objectivement aucune action qui relève de l'agression. Donc en fait, on peut m'exclure de la communauté, on peut éventuellement aller jusqu'à me couper le courant, enfin tous les fournisseurs qui auraient vent de mon comportement très contestable pourraient décider de plus me fournir parce qu'ils veulent pas faire affaire avec des ordures comme moi. Et donc ce sera le physical removal, donc qui est l'exclusion passive, qui prendrait le relais du jugement moral en fait, parce que là on est dans le jugement moral en fait. On est dans le jugement moral, tout à fait. C'est bien ça, la nuance, elle est bien là, c'est que le criminel, celui qui a fait l'acte, est clairement un criminel, au sens strict et premier du terme, agression objective, etc. Mais toi, ce que tu fais, ce n'est pas une agression, ça relève de la moralité. On n'est plus dans le droit. On n'est plus dans le droit. Parce que du point de vue du droit, tu ne fais rien. Tu fais quelque chose qui est odieux, détestable, Lâche. J'ai oui, même pas lâche. le courage de le Il n'y a faire pas de moi-même. mots. Ou alors, il n'y a pas de mots. C'est en dessous de tout. Voilà. Ok. Voilà. Mais pour autant, c'est pas un crime. Et donc, je suppose que si jamais l'auditeur débile qui suit mes recommandations passe à l'acte et qui se fait prendre, et que toi, en tant que victime, et lui, en tant qu'agresseur, vous vous retrouvez en négociation pour la réparation, Oui. même là, on peut pas m'impliquer de force dans la discussion, Non. on peut rien venir me chercher, en fait. Clairement pas. Alors maintenant, je te propose de monter d'un cran et de passer de l'expression libre de paroles odieuses qui mènent à des crimes à la commandite. Donc maintenant, je ne suis plus un simple podcasteur dégueulasse qui incite à commettre des crimes. Je suis une personne qui veut engager quelqu'un, donc qui établit finalement un contrat avec un criminel potentiel pour qu'il aille chez toi te voler ta télé, par exemple, ou voir te casser la gueule. Dans ce cas-là, j'ai l'impression quand même que là, maintenant, même si je me suis pas exprimé sur des ondes publiques, je suis partie prenante d'une action criminelle. Et là, je dois faire partie des coupables. Bien évidemment. Mais la différence, c'est que le contrat que tu as évoqué, s'il y a effectivement un contrat, quelle qu'en soit la forme d'ailleurs, mais si le malfaiteur peut exhiber un contrat et se revendiquer d'un contrat, il reste tout autant malfaiteur. Ok. Mais il peut dire, par exemple, si tu l'as payé, par exemple, si c'est une commandite, a priori, on peut penser que tu l'auras payé en avant ou peu importe, mais peu importe, il y aura des fonds qui auront pu être mis en avant de manière objective. Donc, il pourra mettre en avant le fait que tu es partie prenante parce que tu as contribué à financer son action. Okay, donc de ce fait, tu es partie prenante. Et même si je pense que tu es, la gravité de ton action est moindre et qu'elle est potentiellement juste à hauteur
de l'engagement financier que tu y contribues, à discuter, hein, ok. Mais il reste objectif que c'est pas toi qui as commis l'acte, mais par contre, il est tout aussi objectif, comme tu l'as dit, que tu es partie prenante. Donc oui, tu ne saurais échapper à la poursuite, c'est évident. Dans ce cas-là, pour revenir au cas où l'agression a été arrêtée, ou en tout cas, elle passe devant un juge ou un arbitre, là, il y aurait réparation de ta part, si tu es la victime, à obtenir de l'agresseur, mais aussi donc du commanditaire, qui serait moi, dans l'occurrence. Ce serait pas une discussion à trois, là, ce serait deux discussions séparées. Là, j'aborde un point peut-être un peu technique. C'est un point intéressant. Je pense que la discussion, ça serait un peu la même que dans le contexte d'une assurance, si tu le sais. Je pense que moi, j'aurais à discuter de mon agresseur, parce que de mon point de vue, l'objectivité de mon agression, elle vient du malfaiteur, et je ne connais que lui. Par contre, lui, très clairement, il chercherait à se défendre, il chercherait à te mouiller pour réduire quelque part, pour dire, sur 100% de ma responsabilité, il y en a 25% qui viennent de Monsieur Zeiter. Donc, je pense que lui se retournerait vers toi en disant, mais attendez, je ne suis pas le seul coupable. Il faut que vous embarquiez M. Zeiter, et lui aussi doit contribuer à la réparation. Maintenant, si jamais... Pardon, c'est comme n'importe quel contexte de responsabilité, il y a une chaîne de contrats. On suivrait forcément la chaîne des contrats. J'ai pas entendu ce que tu viens de dire. J'ai essayé de dire que s'il ne dénonce pas le malfaiteur, il ne dénonce pas son commanditaire, donc on ne voit pas le contrat. Alors, je reconnais que ça ne change strictement rien à la situation actuelle avec un État et une fausse justice, comme on le dit maintenant, parce que même aujourd'hui, il nous faut des preuves, et que les commanditaires ne sont toujours pas inquiétés. Mais c'est pour appuyer sur le fait que dans un monde libre, les gens seraient quand même moins, enfin les animaux criminels, je préfère les appeler comme ça, auraient quand même moins de marge de manœuvre. Ah oui, clairement. Un commanditaire, aujourd'hui, de nos jours, sans preuve, on peut rien lui faire. Mais dans une société libre, un commanditaire dont on n'aurait pas la preuve, mais on saurait, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a cette réputation-là. Mais s'il n'y a pas de preuve, si le criminel ne vient pas te chercher, mais qu'il est établi que d'une manière ou d'une autre, qu'il est soupçonné, ne serait-ce que même que soupçonné, que tu puisses être partie prenante, ou etc., de toute façon, tu subirais un ostracisme, de toute façon. Tu ne serais peut-être pas partie prenante de la condamnation, mais tu serais... Dans le monde libre, dès qu'il y a soupçon, il y a ostracisme. Ça va pas plus loin. C'est très simple. Je soulevais ce point parce qu'on nous dit souvent, quand on parle de justice privée, de monde libre, les riches, ils vont acheter les juges, et blablabla. Là, en fait, l'objection que je vois venir, c'est, mais dans ce cas-là, Elon Musk, ou je sais pas, qui est quelqu'un qui aurait les moyens, il pourrait commanditer les crimes qu'il veut. Derrière ça, il promet aux agresseurs matériels, mais si vous vous faites poisser, si vous me dénoncez pas, je vous donne le double. Enfin, tu sais, un arrangement qui fait que il serait toujours protégé de la dénonciation, et donc lui ne subirait jamais les poursuites, etc. Mais dans un monde libre, justement, il serait reconnu comme tel, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut garder, enfin bon, c'est une supposition, secret absolument très longtemps, et donc il subirait plus de dommages de réputation et d'ostracisme dans un monde libre que dans le monde actuel, finalement. Et bien sûr. Parce que s'il a le talent de cacher ses sentiments et de cacher toute cette commandite qu'il peut pratiquer, et donc quelque part personne ne le voit si ce n'est les gens du milieu. Effectivement, ok. Mais si ça résulte d'une position qu'il a plus ou moins publique et qu'il est connu qu'il a de telles positions, à ce moment-là, les gens vont faire le rapprochement. Et dès qu'il y aura soupçon ou croisement de soupçon, l'ostracisme se fera tout seul, c'est ce que je disais. Donc, bien évidemment que il subira des conséquences, parce que aussitôt l'ostracisme se traduira par des clients en moins, des contrats refusés, etc., etc. Et parce que les gens sauront
que c'est à eux de faire la justice de cette façon-là. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde s'attend à ce que la justice soit faite par l'État. Et tout le monde sait très bien que si on fait la justice soi-même, on risque d'être puni. Donc ça crée une passivité des gens, et donc les gens n'ont aucun intérêt, objectivement, ou rarement, à agir eux-mêmes pour leur propre justice. Et donc le scénario de Elon Musk que tu évoques là, c'est d'autant plus facile pour lui que de toute façon, les gens ne feront pas justice eux-mêmes, au sens très large du terme. Au sens très large, d'accord ? Alors que, inversement, dans un monde libre, tout le monde saura très bien qu'une part importante de la justice du système vient du fait que chacun doit ou est libre de contribuer à l'ostracisme général. D'ailleurs, dans un monde libre, il n'y aurait pas ces aberrations qu'on a actuellement, comme le droit à l'image, la diffamation, et ce genre de débilités qui font qu'on peut même pas, de nos jours, en fait, pratiquer un vrai ostracisme. Il y a le refus de vente, on n'a pas le droit de discriminer les clients à l'entrée des magasins ou des entreprises. Il y a un tas de trucs qui protègent en fait les criminels et leur liberté d'action, puisque de nous-mêmes, même si on avait envie de faire ce que tu dis, c'est-à-dire se comporter en homme libre, on ne peut pas le faire, on risque la prison en fait. Oui. Mais il suffit de voir que le concept même que quelque chose comme la première dame de France puisse avoir des procès en diffamation. Mais je sais pas, tu sais pas de qui je parle, d'accord? Non, pas du tout. Pour moi, la première dame de France, c'est Marianne, hein, n'est-ce pas? Ah oui, ok. Tu vois, donc l'idée même que ce genre de personnage puisse tenter de se protéger par des procès en diffamation est un truc qui est totalement inconcevable dans un monde libre. On ne peut pas avoir de diffamation, on n'a pas de droit à l'image, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'image parce qu'on ne possède pas sa propre image, c'est l'image, elle est chez les autres. Donc, tout ça, ce sont des concepts complètement fantasmés. Et donc, effectivement, pour aller dans ton sens, le rôle de ce fait de la justice par l'ostracisme, hein, si je puis faire ce raccourci, est déterminant. Et donc, pour revenir sur notre sujet, il est clair qu'il y a clairement toute une chaîne entre l'agression objective, la commandite, mais que ça, c'est la chaîne, en fait, c'est le suivi de la chaîne des contrats. Et bien sûr que tu seras forcément embarqué à ce titre-là. Et dès que tu sors, par contre, de la chaîne des contrats, tu sors du droit, donc tu tombes dans la moralité. Et ça, c'est le domaine de la réputation, en fait. Et ça comble, et les deux types de mécanismes comblent totalement, font un arsenal qui comble totalement les besoins de justice. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui crie, qui fait un discours politique extrêmement violent, peut très bien se camoufler derrière la liberté d'expression, la voix de la majorité, que sais-je. Donc là, tu as parlé de la chaîne de responsabilité via les contrats. Donc, est-ce que ça veut dire que l'agression commence au contrat du projet d'agression, en fait? Est-ce que le commanditaire est un agresseur, même s'il n'a pas physiquement opéré? Oui, parce que c'est une bonne question, ça. En fait, le principe de la commandite, est-ce que si j'étais, moi, le malfaiteur qui cherche à se défendre, c'est ce que je mettrais en avant pour ma défense, c'est que le principe de la commandite, c'est que moi, agresseur, je vends ma force de malfaisance, d'action, ok, mais mon commanditaire, lui, ce qu'il achète, c'est justement, c'est l'action, il achète l'agression. Il achète le service. L'agression. Voilà, le service pour lui, c'est l'agression. Donc l'agression est implicite, voire même explicite dans le contrat de commandite. Donc tu peux pas concevoir ce genre de truc-là, ou alors sans que l'agression soit dans le truc. Enfin, encore une fois, tu te mets à la place du malfaiteur. C'est le malfaiteur qui va se retourner. Il va dire, attendez, je suis pas tout seul dans l'histoire. Il y a ce salaud qui m'a payé pour le faire. On va monter d'un cran maintenant.
On est passé de l'injonction publique à faire des choses criminelles à la commandite. Maintenant, on va passer à la politique, puisque toi et moi, on n'est pas avares de l'expression l'État est une bande de criminels organisés. Donc, si j'applique à la politique ce que tu viens de dire sur la chaîne de responsabilité par contrat, en ce moment, Macron, Trump et toutes ces pourritures sont responsables des crimes commis par l'État. Ou alors, est-ce que je me trompe dans le sens où ce sont juste des postes qu'ils occupent, mais bon, ils le font de leur propre chef. Je pense que c'est pas une bonne objection, ça, de dire que c'est la machine qui agit. On sait très bien que la machine n'agit pas, mais ce sont des gens qui sont en poste. Donc ils sont nominativement responsables, je veux dire. Oui, oui, mais c'est la fameuse phrase des années 80, tu t'es rappelé. Ouais. Je suis responsable, mais pas coupable. Ouais, c'est ça. C'est Laurent Fabius. Oui, mais non, c'est Georgina Dufoy. Ah, je crois que c'était Laurent Fabius pour le sang contaminé, c'est pas lui? C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ah, c'est le sang contaminé. Okay. C'est l'affaire du sang contaminé, mais si ma mémoire est bonne, c'est Georgina Dufoy. Ok. Et bien, c'est pareil, hein, on est dans 85 ou dans ces eaux-là. Peu importe. Mais le pire, c'est qu'elle avait raison. Ah. Elle avait raison. Mais oui, elle était effectivement responsable, donc elle est de toute façon, alors, rapidement, c'est une ministre de l'époque qui, je ne suis plus dans les détails, mais qui a contribué à valider tous les processus qui ont contribué au bout du compte à la contamination des du hémophile, voilà, du sang contaminé par l'HIV à l'époque. Bon, okay. Donc c'est elle qui a pris la décision, mais c'est pas elle qui a fait les choses. C'est la discussion qu'on a eue. Hein. Donc de ce point de vue, elle est effectivement responsable, de dire qu'elle fait partie de la chaîne de la commandite. Mais c'est pas elle qui a mené l'action, donc elle est dans la chaîne de commandite. Bah alors, à ce niveau-là, ça veut dire quoi, coupable? Je veux dire, c'est un peu un terme... Bah, le coupable, c'est celui qui c'est le malfaiteur. Donc dans ce cas-là, du sang contaminé, le coupable, c'est quoi? C'est l'infirmière qui prend la poche de sang? L'infirmière, le toubib, oui, mais bah oui. Qui veux-tu que ce soit d'autre? D'accord. C'est comme le Covid. C'est comme à l'époque du Covid. La vaccination est obligatoire et crée tout un tas de morts. Qui est coupable? La ministre de la Santé, certaines, enfin, je veux dire qu'elles sont parties prenantes, c'est évident, ou celui qui te pique concrètement. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'on te faisait signer des décharges, comme quoi ils étaient plus responsables de rien, quoi. Ça prouve bien qu'ils avaient, ils avaient quand même un truc qui tournait pas rond, là. Ils se disaient, ouais. Oui. Bah oui. Bah oui. Donc aussi, machin. Personnellement, je considère que Georgina Dufoy, à l'époque, avait raison. C'est totalement abject. On est totalement d'accord. Mais, et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de responsabilité. D'accord? Mais elle n'est pas. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est bien la différence. C'est-à-dire que elle est responsable, elle est partie prenante, elle est condamnable, littéralement, mais uniquement à hauteur de la contribution sur la chaîne de responsabilité. C'est-à-dire, évidemment ça s'est traduit par tout un tas de morts. Donc je ne sais plus qui a dit que Fauci était responsable de je ne sais plus combien de millions de morts. Oui, il est à l'origine de la mort d'eux, effectivement. Mais pour autant, il n'est pas coupable. Il n'est pas pour autant coupable des faits eux-mêmes. Parce que si tous les toubibs avaient décidé de dire non, il ne se serait rien passé. Alors, je pense que quand même, dans l'expression responsable mais pas coupable, ça voulait dire on peut rien me faire d'un point de vue juridique. Tu vois, on peut rien me réclamer, quoi. J'entends bien. Et c'est ce qui est faux, par contre. Voilà, ça c'est faux. Ok. C'est tout à fait. Elle est évidemment condamnable, évidemment. Ouais. Mais ça néanmoins, ça fait une nuance entre l'agression et la commandite de l'agression. D'accord. Tout à l'heure, on a dit que les gens qui commanditent, justement, et on vient de le répéter là, sont partie prenante de la chaîne je ne vais pas dire de coupables, justement, mais de personnes qui doivent réparation aux victimes. Oui. Ça fait une longue périphrase pour dire coupable, hein, quand même. Mais est-ce que ça s'applique aux électeurs en ce moment, puisque ces gens-là
glissent des voix. Là, je pense à la discussion de la semaine dernière avec Vadim du Parti libertarien. Ces gens-là glissent des bulletins de vote dans des boîtes pour désigner des responsables. Est-ce que eux font partie aussi de la chaîne de responsabilité? Ben, dans l'absolu, bien sûr. Ils sont loin dans la chaîne de responsabilité, mais ils y sont. Oui, bien sûr. S'ils n'avaient pas voté, les gens ne seraient pas en place. Si les gens n'étaient pas en place, ils n'auraient pas pris des lois. Si les lois n'avaient pas été prises, les gens ne les auraient pas exécutées. Donc oui, bien sûr. De manière diffuse et lointaine, mais ils y sont effectivement. Donc oui, je pense qu'il est parfaitement légitime de dire que si Macron... On va prendre un cas extrême. Si Macron déclare la guerre, ceux qui ont voté pour Macron ont une part de responsabilité, bien évidemment. Et pas les autres. Genre ceux qui ont voté Mélenchon. Dans l'absolu, c'est plus difficile à tenir comme position quand même. Ouais, parce qu'après, ça dépend aussi de qui a voté quoi au Parlement, et gna. Moi, je trouve oui, mais essayons d'être juste et rigoureux, si tu veux. On peut pas dire la même chose. On peut pas dire qu'un mec qui a voté pour Mélenchon est responsable des déclarations de guerre ou alors il faudrait aller beaucoup plus loin. Et là, pour le coup, c'est très ténu. Il faudrait remonter jusqu'à disant, il a voté, donc il a accepté c'est là où tu veux aller. Hein. Ouais, il a voté, donc il a accepté le principe du vote. Non, mais je te vois venir. Il a pris en moi comme dans un livre de Picsou. Il a voté, donc il a accepté le principe du vote et de la démocratie, donc il a accepté l'idée de pouvoir imposer sa volonté aux autres. Donc finalement, quand ça arrive, il a une part de responsabilité. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, mais accorde-moi que c'est quand même encore plus ténu. Ah, mais c'est encore un cran plus loin, je suis d'accord. Mais néanmoins, on fait partie du jeu. On peut dire, il n'est pas totalement incohérent, ça nécessite une explication, mais il n'est pas incohérent de dire à quelqu'un qui vote Mélenchon qu'il est responsable de la guerre que déclare Macron. C'est pas faux. Mais bon, il faut l'expliquer, quoi. Oui, mais en ce moment, en France, comme au Canada d'ailleurs, il y a des lois de budget qui sont votées. Chez vous, c'est apparemment une pluie de taxes, mais monumentale. 35 en une semaine. Voilà. Et au Canada, c'est pareil, ils prévoient un déficit budgétaire de 78 milliards pour la prochaine année. Et à l'échelle du Canada, c'est un record universel de tous les temps, même pire que Covid et toutes les crises financières réunies. D'accord? Donc, ils ont prévu de voler les gens. Pourquoi je parle de ça? C'est que ces lois et ces taxes sont votées en Parlement. Et en ce moment, comme les majorités sont changeantes, même si le président chez vous, le Premier ministre chez nous, est d'une certaine couleur politique, ceux qui votent ces taxes, ces lois ou ces guerres sont peut-être du camp adverse. Et je pense qu'en ce moment, les socialistes, adverses sur le papier, les socialistes chez vous, le parti socialiste et tous ces mecs-là, ont bien participé à ça. Donc même si le président Macron et le gouvernement Macron n'est pas officiellement du Parti socialiste, les gens qui ont voté socialiste et qui, par le truchement de Macron, arrivent à obtenir ce genre de taxation supplémentaire sont quand même coupables, quoi. Même si c'est pas leur gouvernement, c'est leurs députés qui ont agi. Ils sont. Je préfère le mot de responsable, sincèrement. Mais oui, bien sûr, clairement. Oui. Avec cette distance dans la chaîne de responsabilité, mais oui, bien sûr, ils sont mouillés. Et clairement, les seuls qui ne soient pas mouillés, ce sont les abstentionnistes. Voilà. Alors, on va parler dans quelques instants de l'échelle d'au-dessus encore, par rapport à la politique. Mais avant ça, j'avais une petite question sur le fait que, par exemple, pour revenir à un cas plus simple entre guillemets, de commandite de crime, là, c'est plus une commandite, c'est une menace. C'est-à-dire que je menace quelqu'un. Par exemple, j'ai pris sa fille en otage ou je menace de brûler sa maison s'il ne vient pas chez toi pour te casser la gueule. Donc là, tu es dans la menace. Pardon. Ouais. Tu parles de menace parce qu'on est dans du physique, dans du concret. Là, ouais. Moi, je menace. Je ne parle pas de chantage à la divulgation de photos compromettantes ou trucs comme ça. Je parle de je vais te casser la gueule ou brûler ta maison si tu ne vas pas chez Stéphane, lui piquer sa télé ou lui arracher un bras. Là, le criminel potentiel, il a le cul entre deux chaises parce il aurait pas besoin de le menacer sinon il le ferait de son plein gré d'aller t'agresser.
Donc là, il pèse le pour et le contre entre ce qui lui paraît le moins dommageable. Dans un cas de figure comme ça, comment un monde libre gère la situation une fois que le crime est commis et qu'on a les gens sous la main? Eh bien, le mec, ce qu'on espère qu'il va se dire, c'est je vais mener une agression. Enfin, a priori, je suis conduit à mener une agression dans tous les cas. Je sais très bien que je serai pris et donc il faudra que je répare. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Perso, si tu me mets dans cette situation-là, je vais tout de suite me dénoncer avant de faire la moindre agression. Je vais me dénoncer chez les flics. Ouais, mais là, tu vas perdre ta fille qui est en otage. Je perds quoi? Pardon? Ben oui, mais justement, je fais le pari que les flics seront moins par rapport à l'autre. Mais si je ne fais pas cette démarche-là, je fais quelle démarche alors? Mais c'est la question. Oui, mais si je fais pas confiance à la justice, dans ce cas-là, ben je vais subir la menace et je vais faire le pari que la justice va être plus tolérante envers moi que le mec le saura. C'est-à-dire que, en fait, je fais pas confiance à la justice. En fait, là, tu me dis comment tu réagirais si tu étais mis sous cette pression-là, mais la question que je posais, c'était plutôt ça a eu lieu. C'est-à-dire que toi, personnellement, tu t'es vraiment fait agresser parce que quelqu'un a été menacé pour le faire. On a été contraint de le faire pour la menace. Je n'avais pas compris. Ok. Ça change quoi? Je sais pas, justement, c'est une question un peu floue pour moi. C'est-à-dire ça change rien. Pour moi, il y a toujours une chaîne de responsabilité. Simplement, le mec, il y a une agression de plus. Mais ça change quoi sinon? Ça change rien. De mon point de vue, du point de vue de la victime, ça change strictement rien. Ah non, de ton point de vue, ça change que dalle. Après, c'est à qui on demande réparation? À qui on demande réparation? Il y a deux demandes. Mais il va y avoir 2 demandes de réparation en cascade. Mais ce sont pour moi, ce sont 2 affaires différentes pour le coup là. Ok, c'est vrai. Parce que là, je pense à toutes ces scènes de films ou de séries télé où on voit des gens, tu sais, c'est une scène classique, ça. T'as le pistolet sur la tempe et je te tue si tu tues pas ta femme ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est intéressant et tu as raison, mais et peut-être que ça montre que le coup d'avant, on n'a pas été assez clair, parce que c'est le même mécanisme. Là, sur ce que tu dis, il y a clairement une agression et une autre agression. C'est ça. Et donc, il va y avoir 2 défenses, etc., etc. Mais dans le coup d'avant, c'était le cas aussi. C'est-à-dire que dans le coup d'avant, ce que j'ai dit, parce que je pense que c'est ce qui se passerait, c'est mon agresseur, lui, pour se défendre, pour réduire sa propre peine, irait chercher la partie prenante, le commandite, d'accord? Mais parce que parce qu'il saurait très bien que ça permettrait d'atténuer d'améliorer sa défense. Mais là, c'est la même chose. C'est le mec, il m'agresse, il va être condamné. Mais pour réduire sa condamnation, il va déporter une partie envers l'agression qu'il a subie. C'est le même mécanisme. Oui, c'est vrai que le fait de remplacer un contrat de commandite par une menace, ça change pas le sens. Oui, ça change pas le sens de l'agression. C'est ça. Maintenant, comme je disais, on va monter d'un cran, c'est-à-dire qu'on va parler des personnages politiques de l'histoire avec un grand H. Donc, au XXe siècle, notamment, il y en a eu pas mal. Des prénoms qui commencent par A et qui finissent par R, des Paul, des Jean-Paul Pot, des Joseph, des trucs comme ça. Pour certains, pardon? Des Benito. Voilà, des Benito. Pour certains, ce sont des héros, pour d'autres, ce sont des graves criminels. Excuse-moi, pardon, je te demande pardon. Il y en a d'autres qui s'appelaient Napo quelque chose aussi. Oui, Napo quelque chose, Charles avec un chiffre, Henri avec un chiffre, peu importe. De nos jours, il y en a qui s'appellent Donald, comme dans Mickey, qui sont très fiers de faire péter des bateaux à coups de bombe et qui le passent à la télé, ils sont tout contents. Bref, je peux présumer que ces gens-là, personnellement, eux, n'ont jamais tiré une balle de leur vie. Certains d'entre eux peut-être, mais admettons que, par exemple, Adolphe n'ait jamais sorti son flingue et qu'il n'ait jamais commis directement de meurtre.
C'est très probable. C'est très probable. Quelle est donc leur responsabilité / culpabilité dans l'extermination de millions de personnes qui serait le résultat de leurs discours et de leurs injonctions? Eh bien, je pense que le schéma de base est strictement le même et ne change pas par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ce qui va changer, c'est que c'est le nombre des victimes qui change, c'est l'échelle des conséquences. Et donc, ces gens-là sont dans cette situation de plus ou moins, enfin, pas plus ou moins, de commandite, en fait. Ils sont dans la situation de commandite avec une chaîne qui peut être éloignée. Hein. C'est-à-dire que si tu en prends des choses comme un Eichmann qui s'est fait condamner, qui était un exécutant, ou le chef d'exécutant, bah, lui-même, il avait une ligne de commande à remonter, mais ça change rien. Il y a une ligne de commande, et cette ligne de commande détermine la chaîne des responsabilités, comme on l'a dit, ça change pas. Avec la nuance qu'on a établie entre coupable d'un côté et responsable de l'autre, avec différents degrés, je pense que ça ne change strictement rien. Et bien évidemment, ce qui change, c'est le nombre d'agressions, le nombre de crimes, ce qui fait que un AH ou un Joseph se retrouve in fine responsable de millions d'agressions, et donc forcément, leur responsabilité finale en bilan, si je puis dire, est à la hauteur du nombre de crimes réalisés, bien évidemment. Mais chacun des crimes relève de la chaîne qu'on a évoquée. C'est le nombre qui fait la différence. Donc la fameuse défense de Nuremberg, ah, moi j'ai fait qu'obéir aux ordres, c'est de la merde. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'évoque Eichmann, parce que Eichmann, lors du procès de Nuremberg, s'est planqué dans sa défense, c'est connu, documenté par, comment elle s'appelle, Hannah Arendt. S'est planqué derrière, mais moi je n'ai fait, comme tu dis, hein, je n'ai fait qu'exécuter les ordres, mais justement, il avait le choix de ne pas exécuter les ordres. Donc il est de toute façon coupable d'avoir exécuté les ordres, premier point. Mais deuxièmement, il y a effectivement quelqu'un qui a envoyé les ordres. Donc c'est la différence entre ce qu'on a établi entre coupable et responsable. Bon. Donc celui qui a émis les ordres, à quelque niveau qu'il soit, est responsable ou a une part de responsabilité. Ça, c'est le deuxième point. Et après l'horreur, la responsabilité de l'horreur est liée à l'ampleur et à la quantité de meurtres qui ont eu lieu. Hein, celui qui se lance dans la guerre, et il a une responsabilité à hauteur du nombre de victimes. Mais le schéma de responsabilité pour chaque victime n'est ni plus ni moins que celui qu'on a expliqué. Il y a un fait divers des années, je pense fin des années 80, début des années 90, qui est le fait que les époux Ceausescu, qui étaient donc à la tête de la Roumanie, se sont fait fusiller quand le communisme de l'Europe de l'Est s'est effondré, et que donc les gens se sont retournés contre le pouvoir. Ils ont chopé Ceausescu et sa femme. Oui. Il y a eu un genre de procès ridicule, et ils sont passés par les armes. Alors moi, mon singe intérieur est content avec ça. Hein. Je veux dire, je peux pas nier que, surtout à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai éprouvé une sorte de satisfaction à cette issue. Maintenant, je comprends que ça n'a aucun rapport avec la justice. Enfin, je veux dire, c'est pas une façon de réparer les choses, ça. Ça me renvoie à un point qui est un petit peu différent, mais je pense que je crois du même ordre. C'est un point sur lequel je m'appesantis dans Liberté manifeste, sur le chapitre sur la justice. Jensen, qui me posait des questions dans le livre, m'a souvent poussé sur les situations d'horreur, comme ce que tu évoques, d'accord ? La légitimité ou simplement le caractère, je dirais, naturel, on va dire ça comme ça, hein, d'accord ? De la vengeance. Parce que ce que tu évoques sur le procès Ceausescu, c'est la vengeance. Pour répondre à ton point, c'est pas de la justice,
Ça ne veut pas dire encore une fois, ils sont responsables, d'accord? Mais ce qui a poussé les gens à les fusiller, c'est clairement de la vengeance. Il ne faut pas se tromper. Pour moi, la vengeance, c'est pas de la justice, ça ne peut pas être la justice. Et l'histoire est pleine de partout. Il n'y a qu'à chercher chaque fois que le mot de vendetta a pu être utilisé. La vendetta est un cercle vicieux, c'est du crime qui appelle le crime. Ça ne peut pas être une base de civilisation, même si ça peut se comprendre du point de vue émotionnel, bien sûr. Mais le point, c'est que la civilisation doit dépasser l'émotionnel, sinon on est dans le barbare. Bon, on reste au niveau du règne animal. Pardon ? On reste au niveau du règne animal, de bas étage. Exactement. Donc pour moi, la vengeance relève effectivement du règne animal, la vendetta relève du règne animal. Et on ne rentre réellement que dans la justice que si on arrive à la dépasser, ce qui n'est pas forcément facile. Hein. Je n'ai pas dit que c'était agréable non plus. Voilà. Mais le boulot justement d'un système de justice digne de ce nom, d'un arbitre, etc., bah, c'est justement de dépasser ça. Ça ne veut pas dire que le couple Ceausescu et d'autres ne doivent pas réparer et que pour le moment la réparation elle est juste incommensurable. C'est bien évidemment clair. Mais il y a un monde entre de leur demander de tenter de s'endetter à vie et peut-être sur des générations pour tenter de réparer tous les crimes dont ils portent la responsabilité, avec une vengeance qui consiste à les fusiller, parce que, outre le caractère purement barbare immédiat, ce qui est un premier point, le deuxième point qui me paraît plus important, c'est que ça ne répare rien. On s'arrête là et puis les victimes restent aussi victimes qu'avant et démunies comme avant. Voilà. Donc là aussi, c'est une forme de double peine, si je puis dire, pour la victime. Donc clairement, même si ça se comprend, même si et pour moi, ça c'est pas de la justice, c'est de la vengeance, et la vengeance, c'est pas de la justice. Très bien. Donc là, on a parlé de responsabilité, de culpabilité, d'expression en public, en tenant des propos, bien sûr, agressifs, on va dire, mais là, ce coup-ci, agressifs sur le plan de la forme et non pas sur le plan juridique. J'ai envie de finir sur une question un peu périphérique qui est: est-ce que avoir connaissance parce que justement, moi, j'ai par exemple annoncé ou demander en public qu'on t'agresse, est-ce que le fait qu'on vienne m'agresser moi en retour pour m'empêcher de démarrer d'autres actions de ce genre, ça peut être compris comme quelque chose de juste? Et l'autre question, alors celle-là pour moi c'est vrai qu'elle était assez évidente que non, mais sachant qu'il y a des gens qui vont le faire, ça, c'est la question on va dire, de la défense proactive. Est-ce qu'une agression peut être une défense, en fait? C'est-à-dire que, même sans parler de commandite et de tout ce qu'on vient de discuter, si moi, je fomente un plan pour venir te voler tes trucs et que tu en prends connaissance, est-ce que tu peux venir me faire des trucs d'avance pour que je ne puisse pas mener mon plan à bien? Tu as vu le film Minority, ou est-ce que tu as lu aussi Minority Report de Philip Dick? C'est à ça que je pensais aussi. Oui, voilà. dont c'est le thème central. Même si quand tu lis la nouvelle, c'est beaucoup plus diffus que dans le bouquin, dans le livre. Pardon, dans le film, excusez-moi. Le film là-dedans, donc bon. Mais bref. Ouais, bon, peu importe. Mais c'est le thème. C'est est-ce que effectivement on peut fantasmer une justice, plutôt une police, pardon, tellement préventive qu'elle est anticipative, en fait. Et est-ce que, d'une manière ou d'une autre, si on a acquis la conviction, sinon la certitude que tu vas agir mal, on est dès lors... La nuance que je voudrais faire, c'est que c'est pas une conviction ou une certitude, c'est que j'ai des preuves. Tu peux. Alors ça, je pense pas. On ne peut jamais avoir... Alors ça, c'est intéressant. Mais c'est le point. On ne peut jamais avoir de preuve que tu vas faire quelque chose. Non, tant que tu l'as pas fait, c'est clair. Cependant, j'ai pas envie de te contredire là-dessus parce que je suis entièrement d'accord avec ce point-là. Mais comment je pourrais tourner la phrase pour pas avoir l'air trop con?
Disons que j'ai tout un plan qui est dans un fichier, et évidemment que ça ne veut rien dire sur le fait que je vais passer à l'acte. Mais c'est ça. Ça se trouve, je suis en train d'écrire un livre policier. C'est vrai. Tu vois, Et donc, regarde, je change de truc, mais c'est pareil. Je suis en train d'écrire un début d'une série sur faire sécession. D'accord ? Est-ce que je fais faire sécession? Et est-ce que du point de vue de l'État, le fait que je me lance à écrire peut-être un livre sur faire sécession, est-ce que c'est répréhensible dans la mesure où la sécession serait répréhensible? C'est du même niveau. D'accord. Ça n'empêche pas qu'on va prendre des mesures pour se protéger. Sûr. Ah non, mais évidemment. Mais c'est toute la différence qu'il y a entre je pense que j'ai un risque, je perçois un risque, donc j'en suis pas encore à la menace. Mais je perçois un risque et donc je surveille, je change mes habitudes. Tu viens de prononcer le terme qui m'intéresse justement, parce que c'était la question finale, entre risque et menace, la nuance. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je finis juste. Mais ouais, bien sûr. Je peux me dire, je pense qu'il pourrait très bien se passer ceci. Donc, je mets des actions en place pour réduire mon risque et de manière à ce que ça ne se passe pas, je n'en subisse pas les conséquences. Bien évidemment. Mais tant que tu ne m'as pas agressé, tu ne m'as pas agressé. Et tant que alors pour revenir sur la menace, tant que tu n'es pas, on ne se retrouve pas. La menace doit forcément avoir une réalité physique. La menace doit forcément avoir une réalité physique. Il ne suffit pas que tu le dises. Il faut qu'à un moment donné, ton comportement une incidence physique qui fasse que la probabilité pour que tu m'agresses effectivement relève de l'immédiateté. D'accord ? Donc là, je te sors le flingue et je le mets devant toi. Voilà. Là, mais tu vois, tu fais une vidéo où tu sors ton flingue, on est dans le cinéma. Tu es devant moi, tu sors ton flingue, on est dans la menace. Autrement dit, dans une société libre, on serait répartis dans différentes communautés, comme on l'explique souvent, la mosaïque, etc. Et on aurait donc des entreprises de défense qui s'assureraient, enfin, dont on serait client et qui assuraient notre sécurité pour remplacer police et armée d'État. Oui. Maintenant, on constate objectivement qu'il y a un groupe de criminels, que ce soit pour des questions religieuses ou politiques ou quoi que ce soit, qui dans un coin commencent à monter un arsenal et qui écrivent des manifestes, et on va bombarder la ville, et on va faire ci, et on va faire ça. Moi, ma réaction dans une situation comme ça, et ça serait la même chose par rapport à un voisin qui commencerait à m'insulter et à écrire des choses sur moi, et qui commence à acquérir des armes et des moyens de détruire ma maison, par exemple. Dans les deux cas, la façon juste de réagir, dis-moi si je me trompe, mais ce serait justement de l'ostraciser, de faire savoir ça sur la place publique et d'essayer de leur couper l'herbe sous le pied, en fait. Mais pas de les attaquer, ces gens-là. Exactement. Typiquement, ce que tu pourrais faire, c'est tu vas voir le représentant de ta société de protection ou le représentant du propriétaire des lieux si tu es en résidence, okay, et tu fais part de ce que tu observes, et tu vas lui demander de mener une enquête, et comme c'est lui qui est propriétaire, ou c'est lui qui a une légitimité directe ou indirecte à assurer ta protection, ou aller voir sa propre protection à lui, tu vois, bref, le réseau, on va dire le réseau de protection est tel que c'est à eux d'interagir et d'aller le voir et lui dire, écoutez, là, okay, de quoi retourne-t-il ? Votre contrat stipule que pour être protégé, vous devez vous-même ne pas vous lancer dans des activités, on va dire, potentiellement criminelles. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ? Peut-on visiter chez vous ? Sinon, en fait, il y a tout un tas de choses qui pourraient être menées, comme il peut se mener, mais dans un contexte de respect, de cordialité. C'est pas des flics qui déboulent tout d'un coup. On ne peut pas, a priori, agresser le mec. On peut lui poser des questions, on peut s'interroger, on peut lui mettre de la pression, bien sûr, évidemment, mais on ne peut pas l'agresser a priori.
Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui te prouve que ce mec-là, il n'est pas en train d'organiser un spectacle? Alors donc, la pression que tu cites, là, c'est, je pense, le côté intéressant pour les gens qui ont le sang chaud, c'est qu'on va leur couper le courant, par exemple. On va commencer à disons, à les menacer de leur couper les vivres, enfin que leur fournisseur ne soit plus leur fournisseur, des choses comme ça. Couper le courant, il faut qu'il y ait quelque chose qui le justifie. Il faut qu'il y ait un fait objectif qui permet de dire le fournisseur d'électricité cessera de fournir de l'électricité si votre niveau de réputation dans le quartier est en dessous de 5. C'est ça. C'est exactement ça que je pensais, ouais. Donc ça répond de manière ostracisante à une menace, en fait. Oui, c'est sûr. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour intéressant de la question. Au niveau de la liberté d'expression, c'est open bar, dans un monde libre bien sûr, mais sous couvert que la réputation va en subir un gros coup si on exagère. Et à mon avis, à un moment donné, on subira le genre de pression que tu viens de mentionner. Donc, on sera peut-être interdit de plateforme, comme c'est le cas actuellement. Là, quand on déconne sur Facebook ou sur Twitter, le compte est fermé, puis voilà, quoi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que toi, je viens à l'instant de parler de quantifier la réputation, d'accord? Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement réaliste. On va prendre des analogies dans un autre monde, mais juste pour montrer, toi. Tu prends des choses comme TripAdvisor ou La Fourchette ou des trucs comme ça, ou le Guide Michelin. Ce sont des institutions qui font commerce, au sens très général du terme, de mesures de réputation dans certains domaines, que ce soit le voyage, la restauration, la gastronomie, ou le voyage ou autre, peu importe. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas imaginer tout un tas de prestataires de services qui vont proposer des qualifications d'un quartier, d'un vendeur de voitures, des boulangers, de tout ce qu'on veut. Et il y a des gens qui feront profession de manière large, systématique, riche, sophistiquée, avec intelligence artificielle, tout ce que tu veux, juste pour donner un avis sur la réputation sinon d'un individu, au moins d'un quartier, des prestataires de services, de tout ce qu'on veut, en fait. Déjà Google fait ça. Comment? Google fait déjà ça, en fait. Oui, non, mais bien sûr que ça existe, évidemment que ça existe. Parce que dans le monde non libre que nous connaissons, il y a quand même des volets de liberté. Donc forcément, ça existe. Mais là où ça devient intéressant, c'est de dire, tu peux très bien imaginer, toi, de dire, ah ben en fait, moi, les prestations de services que je vous rends, c'est à condition que votre niveau de réputation, direct ou indirect c'est le quartier par exemple, okay, mais votre niveau de réputation soit, selon les termes de tel et tel et tel et tel prestataire, okay, avec une équation sophistiquée, peu importe, soit ne descende jamais en dessous de 5, sur une échelle de 10. Voilà. Alors après, ce que nous objectent régulièrement les gens, pour rester poli, ceux qui ne sont pas d'accord avec la liberté, c'est que, par exemple, sur Amazon, les commentaires et les petites étoiles jaunes, là, qui sont de 1 à 5 selon la qualité d'un produit vu du public, eh ben, la plupart, c'est des robots, c'est de la triche, c'est inventé, et puis on peut pas leur faire confiance, quoi. Mais ça, que ce soit dans un monde libre ou pas, ça changera jamais. Enfin, je pense que dans un monde libre, ce sera moins facile déjà de faire ça parce qu'il y aura plus de concurrence. Et puis même, c'est des robots, j'attends de voir. Enfin, ça dépend des méthodes d'authentification. Enfin, moi, je te sors juste les contradictions de comptoir qu'on entend régulièrement, hein, parce que c'est des robots Amazon. Amazon, il faut s'authentifier pour donner une nouvelle. Mais sur Google aussi, d'ailleurs, on peut pas laisser un avis sur Google sur un boulanger quelconque si on n'a pas un compte. Donc c'est la même idée, toujours pareil. Les gens qui vont vendre les services de réputation de ce genre-là, ils ont intérêt à ce que leur réputation elle soit valable, elle soit solide. Donc ils vont pas fournir des trucs comme ça là, à la gueule du client. Il faut que ça repose sur quelque chose, même si c'est toujours contestable. Donc
non, je pense que ça tient pas la route. Le guide Michelin, en son temps, bien avant que l'informatique existe, les mecs, ils mettent une énergie colossale pour que ce soit sérieux. Mmh. Donc, et puis moi, je pense qu'un bon contre-argument, enfin en tout cas un contre-argument acceptable, c'est que on n'aura jamais la perfection nulle part. On ne promet pas le paradis, mais dans un monde libre, ce sera marginalement bien plus sain et supérieur, ce genre de choses, que dans le monde actuel où la concurrence a été flinguée par l'État, par la fausse monnaie, etc. Et où donc finalement il y a plus de latitude pour tricher, quoi. Mais bien sûr, on est un peu en train de digresser là ici, mais c'est le point, c'est comme dans tout dans la société libre et même dans la société humaine. Et je pense que ça, c'est beaucoup trop de gens ne le perçoivent pas. C'est la libre concurrence qui assurera la qualité. On oublie trop souvent que dans le monde, dans la société humaine, parce que je pense que c'est même pas un problème de société libre, c'est inhérent à notre société, ça relève du darwinisme, en fait. Hein. C'est la concurrence qui assure la pertinence, c'est la concurrence qui évite le monopole, c'est la concurrence qui assure la qualité, c'est la concurrence qui évite comment dire, qui fait le miroir de l'État. C'est-à-dire que ce que l'État n'arrive pas à faire, c'est la concurrence qui arrivera à le faire. Je suis pas assez clair. Je pense, tu sais, à qui gardera les gardiens. Tu vois ce que je veux dire? La réponse, c'est la concurrence. La réponse, c'est la concurrence. Et pour prendre aussi un angle très Bascar, la concurrence permet l'établissement de plein de stratégies différentes. Oui. Et donc la mixité des stratégies permet de déterminer celle au pluriel qui fonctionne le mieux. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est tout à fait Ascar. Effectivement, la vie aime bien les stratégies. C'est exactement ça. Parler de stratégie au sens de Bascar, c'est parler de la concurrence. C'est la même chose, tout à fait. Donc le point, c'est évidemment que les mécanismes de réputation qu'on évoque là, on s'éloigner, mais seront eux-mêmes sur le marché, donc seront eux-mêmes en concurrence, et donc auront tendance à s'améliorer, même s'ils ne sont pas parfaits. Pour finir et pour conclure, en revenant sur notre sujet de départ, admettons que par un effet subi du mouvement de l'histoire, hein, des lois universelles de l'univers, je ne sais pas comment dire ça, mais bref, on se retrouve demain ou la semaine prochaine dans une société libre. Allez, dans 5 ans plutôt, c'est plus réaliste. Mais bref, qu'est-ce qu'on fait du personnel politique et des fonctionnaires et de tous les gens qui ont participé à ça pour obtenir réparation? Quelle est la responsabilité des députés, des ministres, des électeurs? Qu'est-ce qu'ils nous doivent dans tous les crimes qu'ils ont commis au cours des années à notre égard? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je pense que le minimum, ce qu'ils nous doivent leur propre ruine ad vitam aeternam, parce que jamais aucun politicien ne pourra rembourser les conséquences de ses décisions politiques. C'est très rare. Le moindre mec qui a décidé d'une taxe marginale dans un coin a eu comme conséquence le vol considérable, probablement milliards, du moins dans la durée, hein. Sinon instantané, certainement dans la durée de la population. Donc potentiellement, il est responsable, au sens de tout ce qu'on s'est dit, de ces milliards perdus. Donc je pense que c'est le premier point qu'il faut acter au titre d'un procès. Il faut acter du champ des mesures que ces gens-là ont soit proposées, soit actées, soit simplement votées. Il y a peut-être une gradation, si tu veux, mais déjà, le premier truc, c'est de faire un recensement des différents degrés de responsabilité qu'ils ont, de chacun avoir une vague estimation de ce que ça a pu coûter. De tous les cas, ça sera en milliards et jamais ces gens-là ne pourront rembourser. Mais il faudra néanmoins les faire rembourser, ne serait-ce que pour la forme, et probablement engager leur progéniture de la même manière. De manière à ce que... Ben oui, quoi? Pourquoi pas? Je sais pas, parce que moi, je me sens pas responsable des crimes de mes parents, mais bon. Oui, mais j'ai dit probablement, parce que je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des complicités. Donc, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais, okay.
Mm. Dans quelle mesure, regarde, tu prends Ursula à Bruxelles. Mm. T'es sûr que son mari n'a pas de complicité? Non, mais c'est pas son fils. Autant pour moi. T'as dit Mais progéniture. Hein. Conjoint, là je veux bien, progéniture, je suis moins d'accord. D'accord, autant pour moi. Mais tu vois, je veux dire, je pense que ce que je veux dire, c'est le champ des influences ne se limite pas à la personne. Quoi. Non, c'est clair. Ok. Il y a les receleurs derrière, hein, le mari d'Ursula. Oui, voilà. Au pire, Après, au mieux, c'est un receleur, mais sinon, c'est un acteur. Quoi. Voilà, bon, ok. Et puis, bon. Et de toute façon, ces gens, ils doivent être ruinés, à minimum, ruinés, profondément ruinés. C'est le minimum. Moi, mais est-ce que je vais les mettre devant au peloton d'exécution? Personnellement, non. Ah mais non, ça sert à rien, ça. Moi, comme je dis... Toi, autant le dire. Oui, non, mais c'est sûr que sur le coup, quand on est en colère et qu'on les voit passer une nouvelle loi à la con, on se dit « Ah putain, je le crèverai bien les yeux et je vais le suspendre à un lampadaire. » Moi, ça me fait plaisir de dire ça parce que c'est viril, c'est con, ça fait rire, c'est provocateur, mais le fond de l'histoire, c'est quand même que moi, Trudeau et compagnie, je les veux dans un atelier parce qu'ils savent rien faire de toute façon et qui tressent des paniers ou qui percent des trous avec des machines outils et qui me fabriquent des trucs jusqu'à la fin de mes jours, quoi. C'est ça que je veux. C'est ça. À la limite, ils devraient être esclaves d'un tel ou l'autre. Enfin, ouais, c'est ça. On devrait avoir chacun des fonctionnaires à la maison, à la cave, attachés. Ouais, voilà, c'est ça. Esclaves par intermittence pour chacun, un truc comme ça. Ouais, oui. C'est ça. Mais dans la logique libertarienne, ils ont une dette incommensurable à la société, et donc, mais qu'ils doivent payer, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Ah, ça me fait du bien de penser à tout ça. Je te remercie pour cette conversation. Imagine Trudeau venir chez toi planter tes choux. Faire récurer mes chiottes. Trudeau à 4 pattes dans ma salle de bain. Ah. Enfin, à 4 pattes, mais habillé. Hein. Bref, je te remercie beaucoup, Stéphane, pour ces insights, comme on dit en langage branché. Et puis, j'espère éclairages en France. Oui, c'est des éclairages, voilà, merci, c'est très joli. Et j'espère qu'on aura dû donner du grain à moudre à notre auditoire, parce que c'est des sujets qui sont pas faciles et qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Parce que la cancel culture qu'on vit actuellement depuis, je sais pas, une petite dizaine d'années, là. Remarque, je dis ça, mais il y a toujours eu des campagnes de boycott et de salissage, ça fait des dizaines d'années, c'est pas né avec le wokisme, hein. Mais bref, c'est un truc qu'on dit tout le temps, donc les gens devraient être au moins capables de comprendre ce qu'on dit, parce qu'ils sont déjà en train de baigner là-dedans un petit peu, quoi. Mais c'est comme ça, on a évoqué Napoléon, mais ça ça relève de la chose politique, ça relève de la propagande. Enfin, j'évoquais avec toi avant, pour dire que ça remonte à loin, j'évoquais avec toi un des premiers bouquins qu'on a sorti chez John Galt, La responsabilité des ministres par Benjamin Constant, qui est exactement sur ce sujet, en tout cas dans ce sujet. On est sur un truc qui date de 1815, donc c'est pas nouveau, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, je te remercie encore, et puis je te donne rendez-vous dans un futur proche pour qu'on reparle d'un sujet pointu comme ça, qui fait mal aux dents et qui fait quand même plaisir à la fin. Bon week-end, à très bientôt. Merci Laurent.